Alarme blanche, plusieurs enseignants se sont fait agresser ces dernières semaines par des apprenants dans les établissements scolaires. Le constat révèle que le phénomène n'est pas d'actualité qu'au Bénin. Régulièrement, des couteaux, des machettes, des objets tranchants et même des pistolets artisanaux sont saisis chez des élèves certainement animés de l'intention de blesser un camarade, un enseignant ou un responsable de l'école. Que se passe-t-il avec la recrudescence des violences en milieu scolaire? L'école, lieu d'instruction et d'éducation, est-elle devenue un lieu d'insécurité? Est-il encore possible d'éradiquer le phénomène pour restaurer la quiétude dans les établissements scolaires? Pour en parler, mesdames et messieurs, nous recevons en plateau un enseignant du secondaire, Ulrich Damaz Tossi. Il est andragogue et professeur de français. Bonjour, Monsieur Tossi. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté de participer à ce débat qui fait l'objet de sujets d'actualité. Merci, c'est moi. En face de vous, nous avons un parent d'élève. De surcroît, président d'une association de parents d'élèves, Gilbert Fanou. Bonjour à vous aussi. Bonjour, Roch. Et merci d'être sur ce plateau. Je vous en prie. Alors, les violences en milieu scolaire se multiplient, comme je le disais, avec des agressions à l'arme blanche. En tant qu'enseignant, vous sentez-vous toujours en sécurité lorsque vous êtes en face de vos apprenants dans les salles de classe? Merci, monsieur le journaliste, merci pour la question. Nulle part dans la vie, on ne se sent en sécurité. Il n'y a pas de sécurité à 100%. Encore moins quand nous nous retrouvons dans nos salles de classe en présence de nos apprenants. Ce n'est pas très sûr, puisque l'enseignant, le rapport entre les enseignants et les apprenants est un rapport entre humains, et quand il y a des hommes quelque part, il peut arriver des moments où on ne s'entend pas sur certains points et rapidement ça peut dégénérer. Mais là, nous sommes dans un lieu d'éducation et d'instruction. L'enseignant, c'est lui qui est chargé de transmettre le savoir. Est-ce qu'il doit y avoir cette altercation entre enseignants et apprenants? C'est vrai que la législation scolaire a fixé des règles et chacun connaît son rôle, surtout du côté des enseignants. Mais du côté des apprenants, il faut dire qu'ils ne connaissent pas toujours leur rôle, malgré les multiples sensibilisations faites par les préfets de discipline dans les établissements. Tous les enseignants ne connaissent pas leur rôle en milieu scolaire. Alors, pas méconnaissance, pas une naïveté ou pas suivisme, ou encore par appartenance à certains clubs de gangs, il y a des apprenants qui, à des moments donnés, posent des actes répréhensibles. D'accord. Et ces actes répréhensibles qu'ils posent, quels sont généralement leurs motifs? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la méconnaissance des tests. La méconnaissance des tests. Après une évaluation, si vous méritez 0 et que l'enseignant vous met 0, on estime que cet enseignant est contre soi. Ou peut-être les enfants viennent à l'école aujourd'hui, ils développent toutes sortes de comportements. C'est peut-être l'apprenant qui a des envies, qui a peut-être une relation voilée ou cachée, une relation douteuse avec une de ses camarades filles, et qui voit cette fille régulièrement aux côtés de l'enseignant, qui est peut-être carrément dans une autre posture. Cet apprenant peut mal interpréter le rapprochement entre sa copine fille, sa copine élève et cet enseignant, et va penser que ce dernier est dans la logique de lui arracher sa copine. C'est déjà un point de départ pour qu'il mobilise ses amis et qu'on fasse du mal à cet enseignant. Voilà. Monsieur Fanou, vous avez entendu déjà quelques raisons qui peuvent justifier ou bien qui peuvent expliquer cette recrudescence, ces violences en milieu scolaire. Vous, comme je vous le présentais, vous êtes président d'association de parents d'élèves. Lorsque vous entendez de ces situations, ou bien qu'on vous appelle, qu'on vous informe que un élève de l'établissement où vous êtes le président d'association est venu avec des armes blanches dans le sac, qu'est-ce que cela vous fait? Merci, Monsieur Roch. Je pense que le plan que vous posez est
C'est plus sérieux que ça. Plus sérieux que ça. C'est vrai que l'enseignant a expliqué sous un autre angle le problème, mais je vois le problème également dans un autre aspect. D'accord, allez-y. Vous voyez, il faut voir la violence en milieu scolaire aujourd'hui autrement. Ce que l'enfant exprime dans son milieu scolaire est souvent, n'est-ce pas, une capitalisation d'un certain nombre d'événements qui parfois dépassent l'enfant et à un certain moment, l'enfant fait rejaillir cela sur les enseignants ou bien sur ses camarades. Je donne un exemple. Vous voyez, en ma qualité de président APE, Oui. ça m'a permis de faire beaucoup de constats, de faire beaucoup d'investigations. Et vous prenez le milieu scolaire aujourd'hui. Vous faites une étude de façon informelle. Vous allez voir que le nombre de parents monoparentaux sont très nombreux. Effectivement. Lorsqu'on parle d'éducation, l'éducation commence par le milieu, par le foyer. Et lorsque l'éducation que l'enfant doit recevoir dans un foyer composé de 2 personnes, au moins le père et la mère, les 2 ne sont plus ensemble, vous voyez que ça crée un problème. Et donc l'enfant vit des situations qui le frustrent, vit des situations qui le marquent, emmagasine, n'est-ce pas, des violences peut-être au sein de la famille, constate ce que peut-être papa fait envers maman, ce que maman fait envers papa, et ne pouvant pas s'exprimer jusqu'à un certain âge, tout ceci, il emmagasine et à un certain moment, il fait déverser ça malgré lui. C'est comme on le dit, frustration plus frustration, ça entraîne la détonation. Voilà. Ouais, moi, j'ai entendu des choses, des paroles qui sont sorties des enfants envers les enseignants. Et quand j'ai fait un recul, j'ai dit, mais non, en temps normal, l'élève n'avait pas dit ça. Mais lorsqu'on a essayé de fouiller un peu, d'investiguer, on a constaté que cet enfant vit en situation monoparentale, et tantôt avec sa mère, tantôt avec son père. Et donc, l'éducation n'est plus ce que ça doit être. Donc, le plan est plus profond que ça. Et donc, les enfants, les enseignants, les élèves ramassent peut-être le revers de ce qui est fait à la maison, de ce que l'enfant vit à la maison. Et c'est ça. Sinon, bon, la question est récurrente aujourd'hui. Oui, la question, elle est récurrente, mais quelque part, est-ce que cela n'est pas dû au fait que certains enseignants suscitent cette violence chez les enfants en les blessant par les propos qu'ils tiennent ou bien par les notes qu'ils distribuent aux enfants? Un enseignant pose une question à un enfant, par exemple, qui n'arrive pas à répondre et dit « Toi, tu n'évolueras jamais, tu es foutu ». L'apprenant se sent diminué. Lorsqu'un enseignant commence à lancer de propos pareils est-ce que cela ne peut pas l'amener à avoir ce comportement de violence vis-à-vis de lui? Je l'ai dit tantôt, c'est une question d'éducation. Et quand je parle de question d'éducation, ça soit du côté de l'apprenant et du côté de l'enseignant. Moi, je le dis souvent, quand le formateur est mal formé, le formé est déformé. Vous voyez, nous avons vu des enseignants dans ce pays. Et nous voyons les enseignants aujourd'hui. Les enseignants d'aujourd'hui ont quitté un foyer, ont quitté une famille. Et donc, je dis, le problème est partagé dans tous les sens. Un enseignant est une personne qui est issue d'un parent. Voyez-vous, un enseignant qui peut-être, il y a 10 ans, il y a 15 ans, avec une situation peut-être de parent monoparental, si je me répète, il est enseignant aujourd'hui, mais vous ne connaissez pas son passé. Cela veut dire que... Si entre-temps il n'a pas été pris en charge par les spécialistes des psychologues scolaires... Il va dire des choses que vous ne devez pas apprendre d'un enseignant. Et ceci étonne quand on voit des enseignants, parce qu'un enseignant digne de ce nom ne peut pas dire à un enfant « bon à rien ». Tu ne connais rien. C'est des paroles qui ne peuvent pas sortir d'un enseignant, s'il est vraiment un éducateur.
Mais en temps normal, au sein des établissements scolaires, il y a des dispositions qui sont mises en place pour veiller au grain. Comment se fait-il que ces dispositions n'arrivent pas à identifier qu'un tel enseignant est en train de se comporter comme ça ou qu'un apprenant est en train de se comporter de cette manière dans l'établissement? Vous voyez, les questions de caractère ne sont pas écrites devant les personnes. Il faut que des situations obligent à ce qu'on fasse la découverte. Lorsque la personne est avec vous, vous voyez, cette personne est docile, c'est un bon enseignant, etc., etc. C'est des situations qui vont se créer, vous allez faire des découvertes, vous dites, mais c'est comme ça il était. Voilà. Et donc, lorsque l'occasion se présente, l'intéressé, parfois, fait découvrir ce qu'il est réellement. C'est cela. Sinon, on ne peut pas commencer par aller au fond des enseignants pour savoir quel enseignant est de meilleur caractère ou pas. Ouais. Et donc, les directeurs ou les promoteurs d'école ou comment on l'appelle, de collège sont souvent surpris qu'on dise un enseignant qui a fait déjà 10 ans, 15 ans dans leur établissement, commence à développer des caractères bizarres. C'est parce qu'il n'est pas encore dans des situations qui ont montré qu'il a de ces limites-là. D'accord. C'est ça. D'accord. Alors, Monsieur Tossi, vous qui êtes toujours enseignant, qui êtes en contact permanent avec les apprenants, est-ce qu'il est facilement identifiable, ces enfants qui ont des propensions à la violence? Tout être humain est violent. Tout être humain est violent. Et il s'agit, et cela dépend de la manière dont on le provoque. Parce que quand on a le dos au mur, eh bien, généralement, on sort ce qui ne devait pas sortir. Oui, mais déjà quand on voit certains comportements, d'abord déjà la façon de s'habiller de l'apprenant qui refuse de fermer ses boutons, qui refuse de se peigner et qui porte des bijoux. Est-ce que ce ne sont déjà pas des signes pour montrer que cet enfant, il y a quelque chose qui ne va pas à son niveau et qu'il faut très rapidement le prendre autrement? Monsieur le journaliste, je vous comprends parfaitement. Et il n'est pas possible, il n'est pas tout à fait possible ou n'est pas scientifiquement démontré que l'habillement aujourd'hui ou le comportement, le caractère d'un enfant prouve qu'il est déjà violent. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, les enfants vivent beaucoup plus par mimétisme, par suivisme. Il y a des artistes aujourd'hui qui développent des tendances de vie, de mode, que les apprenants, les jeunes ont envie de suivre. Alors, un apprenant qui se met déjà dans cette posture, cela ne voudra pas dire systématiquement que c'est un enfant violent. D'abord, nous avons démarré cette émission sans peut-être mettre l'accent sur ce que c'est que la violence elle-même. Parce que la violence n'est pas que physique, elle est aussi psychologique et morale. Et elle est verbale. Elle est verbale, elle est partout. Donc, tout à l'heure, j'ai été d'accord avec le président du bureau APE qui tout à l'heure s'exprimait et a démontré un certain nombre de paramètres. J'étais tout à fait d'accord avec lui. Il faut préciser une chose. À l'école, plusieurs acteurs interviennent dans le système. L'État est auteur de violence. Comment ça? Vous êtes sérieux? Sérieux. L'État est auteur de violence? De violence. Comment ça? Je vais m'expliquer tout à l'heure. Entre enseignants, il y a violence. Entre enseignants et apprenants, il y a violence. Entre apprenants, il y a violence. Et entre apprenants et les autres acteurs de l'école, à savoir les agents administratifs et autres, il y a également violence. Donc la différence, la violence se situe à plusieurs niveaux. Si je reviens à ce qui concerne l'État, vous avez une catégorie d'enseignants qui n'est pas traitée au même titre. Des enseignants qui ont pris service la même année, qui ont évolué, qui ont fait des formations, qui ont droit à des reclassements. Certains sont là et attendent depuis 10 ans, sont au même salaire, pendant que d'autres
régulièrement ont progressé, ont eu les avantages. Et vous prenez ces deux enseignants dans le même système, vous voulez le même rendement d'eux. Vous voulez la même tempérance. Vous voulez qu'ils se comportent socialement de façon exemplaire à l'école. Ce n'est pas possible. Cette injustice est une forme de violence faite par l'État à l'endroit des enseignants. Il va falloir corriger et mettre les enseignants dans de bonnes conditions pour leur permettre aussi d'être à l'aise et de travailler. Alors, vous vous souvenez de cette histoire tout dernièrement à Boycon, au CG2, où un censeur adjoint aurait levé la main sur un enseignant. Donc ça, c'est déjà la violence entre les enseignants, ce qui n'est pas bien. Quelles que soient les raisons, un administratif ne peut jamais lever la main sur un collègue enseignant. Maintenant, entre les élèves, vous savez, ça c'est fréquent. Dans la cour de l'école, à la sortie de l'école, les bagarres en un point fini, ça c'est régulier. La surveillance, elle est là pour régler ces problèmes au quotidien. Et entre les élèves et les autres acteurs, vous entendez souvent les apprenants battre le gardien de l'établissement, qui peut-être leur a refusé l'accès au collège, un week-end où ce n'est pas permis d'être présent dans le collège. Vous voyez la secrétaire de l'établissement régulièrement insultée par les apprenants qui se disent « Bon, moi, je suis en terminale, j'ai au moins le BPC, toi, tu n'as eu que le CEP pour être engagé là comme secrétaire, et qu'est-ce que tu veux nous faire ?» Voilà. Donc, il y a ces formes de propos qui blessent, qui rabaissent l'être humain. Et ces formes de violence, il faudrait que l'on puisse agir là-dessus. Oui, mais la forme de violence, si cela ne se limitait qu'aux violences verbales, etc., cela pourrait être mieux géré. Mais lorsqu'il arrive que les apprenants ou même des enseignants arrivent avec des armes blanches en classe, je me rappelle, il y avait un professeur qui venait déposer son couteau sur son agenda en classe parce que, bon, il estimait qu'il était menacé. Et cela constitue une autre forme de violence vis-à-vis des apprenants de la classe. Est-ce qu'il faut aujourd'hui aller à cette... Un enseignant qui dépose un couteau, vous dites? Oui. Ça c'est trop parti. Nous ne sommes plus à l'école et l'enseignant n'est plus du tout dans son rôle d'enseignant. Celui-là doit être simplement extirpé du système pour suivre un traitement. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Mais est-ce qu'il faut, parce qu'on ne sait pas, hein, il a dit tout à l'heure, on ne peut pas savoir que tel apprenant que l'on voit, déjà par sa façon de s'habiller, qu'il est délinquant ou bien qu'il ne l'est pas. Mais il y en a qui n'ont l'air de rien, ils présentent des visages de garçons vraiment respectueux et très sains, mais ce sont eux qui développent ces comportements. Est-ce qu'il faut aujourd'hui passer à la fouille surprise de leur sac pour voir s'ils sont entre-temps porteurs de ces armes-là dans leur sac? Non, écoutez, ça veut dire que lorsque je dis on est enseignant, l'enseignant est un tout. Bien sûr. Et encore lorsqu'on est éducateur. Voilà. On peut être enseignant, on ne peut être éducateur. Lorsqu'on est éducateur, on est averti d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas pour rien qu'avant, les gens parlaient des enseignants un érudit, qui sont des érudits. Un enseignant, c'est quelqu'un qui t'observe déjà, à l'observation, pendant un temps donné, c'est déjà quels sont les éléments que tu peux développer. Ouais. Alors moi, j'ai eu des enseignants au cours primaire, au cours secondaire, et autres là, qui déjà, ils savent étudier l'enfant comme on le dit. Et donc l'enfant qui est souvent avec toi, surtout les cours primaires, l'enfant qui est souvent avec toi, on observe un certain nombre de choses et on voit la chose venir. Aujourd'hui, je continue de dire, ce que vous avez dit tout à l'heure, ça m'a étonné et il a réagi automatiquement. Ouais. Je n'ose même pas dire qu'un enseignant
qui dépose un couteau. C'est pas possible. Vous voyez, il a raison de vous dire qu'il est tout sauf un enseignant. Ouais. Vous voyez, il est tout sauf un enseignant. Mais lorsque ça arrive à ce niveau-là... En tout cas, moi, j'en ai vu. Mon professeur de mathématiques en 6e, il l'a fait. Je ne voudrais pas donner son nom. Lorsque ça arrive à ce niveau-là, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Parce que quelqu'un qui vient avec un couteau, cela veut dire qu'il se sent en insécurité. Et donc, il est tout sauf un enseignant. Alors, un enseignant, c'est d'abord quelqu'un qui donne sécurisation à l'enfant qui vient. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un à travers lequel l'enfant voit qu'il est en sécurité. Et si lui-même n'est pas en sécurité, ça veut dire que l'enfant a des difficultés alors à ce niveau-là. Peut-être qu'il estime qu'il n'y a pas la sécurité dans l'établissement. Les responsables de l'établissement n'ont pas mis en place les moyens qu'il faut pour protéger les acteurs de l'école et que lui-même, il a décidé de s'assurer lui-même sa propre défense. Oui, c'est sa méthode qui n'est pas bonne. Oui. C'est sa méthode qui n'est pas bonne. Parce qu'il allait utiliser autre méthode pour chercher à ce que les autorités de l'établissement prennent leurs dispositions. Mais lorsque, il y a des enfants qui présentent des visages angéliques, et au fait, avec le temps, on est surpris par leur réaction. Il y a deux choses. Vous avez des enfants à la maison qui présentent des visages angéliques, et vous pensez que mon enfant est sérieux, tout ça là. Mais ne soyez pas surpris lorsque l'enseignant, l'éducateur vous appelle pour vous dire que nous avons constaté ça au niveau de ton enfant. Ça dit que sous réserve. Parfois, certains parents, ils refusent systématiquement. Non, mon enfant ne peut pas faire ça. Mais c'est là. Vous êtes en train de médire sur mon enfant, etc. Voilà. Et puis, on rabroue le surveillant ou bien l'enseignant qui appelle et qui informe de cet état. Mais c'est cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à ma position de président un peu, j'ai vu beaucoup de choses. Bien sûr. Et je demande aux parents de parler toujours sous réserve. Parfois, nous ne connaissons pas véritablement nos enfants. Parce que lorsque les enfants sont à la maison, dans un cadre fermé, n'est-ce pas, ils développent un certain nombre de choses que nous ne voyons pas souvent. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des parents ne sont pas à la maison. Et lorsque les parents rentrent, les enfants développent une attitude d'enfant sérieux peut-être. Voyez-vous. Mais les enfants sont plus à l'école qu'à la maison. Et donc, c'est à l'école que l'enseignant ou l'éducateur les découvre. Et lorsque on arrive à te faire ces genres de remarques-là, je pense qu'aujourd'hui, les parents devaient prendre ça autrement pour dire c'est un plus pour moi de connaître mon enfant et de savoir disposition à prendre pour corriger ou pour amener des mesures correctives et non prendre l'opposé en disant bon, on a médit sur mon enfant et autres. D'accord, très bien. Merci, M. Fanou. Nous allons à présent suivre un reportage qui nous a été réalisé par Victoire Rongan, dans lequel des apprenants se sont expliqués, des enseignants, des surveillants, des psychologues et des parents également se sont expliqués sur la question de la violence en milieu scolaire qui prend de l'ampleur ces derniers temps, pas seulement au Bénin, mais un peu partout, suivant le reportage. Des injures, des menaces, des bastonnades ou encore des brimades sont devenues monnaie courante en milieu scolaire. On peut distinguer diverses formes de violence que sont la violence entre élèves, la violence d'élèves contre les enseignants. Les enfants qui ont commencé par s'adonner à la pratique de la cigarette, cocaïne, ou bien c'est, comment vous appelez ça, et tout ce qu'ils voient à la télé, à travers les films et consorts, on a envie de pratiquer ça en milieu scolaire, sur leurs camarades ou bien sur les enseignants. Le professeur lui faisait cours là, le professeur a interdit qu'ils prennent par ce palier. Et lui, il a dit, je prendrai par là, tu es qui pour m'interdire de prendre par là. Il donne un premier cours au professeur, le professeur pensait que c'était amusement, mais il le prend par l'école et commence par tirer le professeur pour nécessairement prendre par là. Fille, on est appelé à être mère, à éduquer des enfants. Mais il y a des filles, tu entends, un professeur a parlé à telle fille, elle l'a lorgné, le professeur a voulu répliquer et la fille lui envoie des paires de gifles. Ces actes violents peuvent provenir de plusieurs acteurs importants dans l'éducation, notamment la famille ou encore l'enseignant. Avant d'être scolarisé, l'enfant a grandi dans un milieu familial. Donc, quelles sont déjà les valeurs qui ont été promues en ces milieux
comme un bien culturel et éducatif qui a enrôlé l'enfant. Des parents qui, déjà depuis la maison, demandent aux enfants de provoquer des amis, de rembourser des cours. Et ces enfants, ils ont du plaisir parce qu'ils ont le soutien des parents à provoquer leurs camarades, à faire du mal à leurs camarades de façon volontaire. Si à la maison, on le violente pour avoir de lui un résultat, il peut devenir violent. Maintenant, si ses enseignants le violentent aussi, verbalement ou physiquement, il peut devenir violent. Il peut se former une carapace. Les violences en milieu scolaire ont de nombreuses conséquences aussi bien sur l'apprenant que sur l'encadreur. Entre autres, les mauvais résultats scolaires, l'abandon des classes ou même la psychose au niveau des enseignants et des élèves. Un enfant indiscipliné, vous-même vous savez ce qu'on peut attendre de ce dernier. Le rendement, malgré ce que nous faisons. Nous, on a fini déjà le premier semestre, mais je vous assure que le résultat n'est pas encore ce qu'on attend à voir, parce qu'on ne sait plus par quelle manière il faut amener. L'école qui était sanctuaire avec Victor Hugo, c'est devenu un cadre d'insécurité totale. Qu'en est-il de nous, élèves? Parce que celui qui va déjà frapper un aîné, pour t'abattre, toi, c'est facile pour lui. On peut le dire ainsi qu'on est en insécurité à l'école. Face à ce fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur, les parents ont un grand rôle à jouer. Le discours parental doit être un apaisement et un conseil allant dans le sens de porter plainte aux autorités ayant la régulation de l'environnement scolaire. C'est une éducation de base. Chercher à toujours suivre ses enfants. Chercher à être à l'écoute de ses enfants. Si l'enfant développe des actes qui n'est pas orthodoxe, vraiment, on a le courage de dire à l'enfant ce que tu as fait n'est pas bon. Les enseignants constituent aussi des acteurs clés pouvant contribuer à l'éradication de la violence en milieu scolaire. Des établissements scolaires devront se constituer en unités pédagogiques et éducatives. Notre système est appelé système éducatif. En fait, l'éducation n'y est pas. Le maître ou le professeur est venu pour remplir un cahier de charges. Si à un moment donné, il lui revient d'éduquer, il ne fait que transmettre l'éducation que lui-même il a reçue, ou bien les expériences qu'il a faites, et qui ne sont pas souvent ajustées par rapport aux besoins de l'enfant. C'est pourquoi on les informe à l'éducation bienveillante aujourd'hui pour pouvoir les récupérer et faire d'eux des hommes responsables, capables de développer leur nation. La prévention et la lutte contre la violence en milieu scolaire constituent un enjeu majeur pour la réussite éducative. La sécurité et la sérénité des élèves et des enseignants devront impérativement être assurées afin que l'école demeure un lieu où les valeurs essentielles de la vie sont transmises. Mieux, un cadre où se construire la société de demain. Merci à vous, Victoire Rongan, pour ce reportage assez édifiant que nous avons eu du plaisir à suivre ici, Ulrich Damas Tossi, n'est-ce pas? J'ai comme l'impression que notre société est en crise. Notre société est en crise et tout ce que cela engendre a une forte répercussion sur l'école. Et j'ai aussi l'impression qu'on veut tout charger à l'école béninoise. L'école ne peut pas tout faire et tout régler. C'est vrai que dans notre société, auparavant, l'enseignant était le modèle vers qui on allait systématiquement pour tout problème. Moi, je me rappelle, lorsqu'on était tout petit, s'il nous arrivait de faire certaines petites bêtises et qu'on dit « je vais le dire à ton maître à l'école », systématiquement on se ressaisit. Ouais. Il est même arrivé dans mon quartier un instituteur vers qui les parents conduisaient les enfants récalcitrants. Et il se chargeait de les discipliner, au besoin avec le petit bâton. Même des fois, quand on entend le bruit du moteur de l'enseignant, on se ressaisit. Même en jouant au football, rapidement, on disparaît pour aller chercher son cahier. Oui. Donc, l'enseignant était un modèle dans notre société, était respecté. Ben, aujourd'hui, il faut dire que l'enseignant
à quitter carrément ce rôle dans la société. Mais en dehors de l'enseignant, et vous l'avez entendu certainement avec nous, il y a un parent d'élève qui dit « certains parents prônent la violence ». L'enfant vient à la maison, il dit « telle personne m'a insulté, telle personne m'a donné un coup », on lui dit « va lui rembourser le coup ». Ils encouragent la violence, ça je ne peux pas vous mentir. Peut-être que ce paramètre, je l'ai occulté lors de mon exposé. Il faut dire parfois que c'est les parents qui encouragent les enfants, qui les conduisent même à la violence. Parce que simplement on a un différend avec un enseignant, on monte des apprenants ou bien ses enfants, on lui dit de provoquer cet enseignant. Et quand on le provoque et lui-même ne se contrôle pas, il ne sait pas ce pourquoi il est à l'école, ce n'est pas son rôle en tant qu'enseignant. Lui-même, il tombe facilement dans le piège. Et là, ça commence de l'école pour se retrouver dans la rue. Parce qu'après, cet enseignant est guetté en rentrant chez lui, il est parfois lynché, on vole sa moto, il y a assez de drames. Donc, il faut dire que certains parents sont comme ça dans la société, mais tous les parents ne sont pas comme ça. Ça c'est vrai, et tous les parents ne peuvent pas être comme ça. Nous avons également entendu comment un élève a pu donner une paire de gifles à son enseignant, qui plus est, une fille qui donne une paire de gifles à son enseignant devant ses camarades. Est-ce qu'il faut exclure cet apprenant ou cette apprenante de l'école, ou bien est-ce qu'il y a encore une chance de récupération de cet apprenant? Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, mais je dis que le problème est très profond. Vous voyez, j'aime bien la pédagogie de Jésus parfois quand je parcours la Bible. J'aime bien sa pédagogie. Vous voyez, la partie où les gens violentaient Jésus, et puis il y avait un groupe de femmes, ces femmes, un groupe de femmes qui pleuraient. Qui pleuraient. Alors Jésus lève la tête et dit « Fille ». Il n'a pas dit femme. Fille, pleurez pour vous-même et pour vos enfants. C'est très pédagogique. Pourquoi Jésus appelle les femmes filles? Tout le problème est là, dans ce qu'ils sont en train de dire. Pourquoi Jésus, qui est quand même un homme d'une certaine spiritualité, sait très bien que c'est des femmes, mais dit filles. Tout est là. Si vous avez su bien éduquer vos enfants, qui sont ceux qui sont mes bourreaux, ils ne seront pas en train de violenter un innocent. Tout à fait. C'est une question d'éducation. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas des femmes, mais vous êtes des filles mères. Vous êtes des filles, des mères irresponsables, en griffe. Des mères qui n'assurent pas l'éducation de vos enfants, mais à des moments donnés, vous criez lorsque les faits sont là. Mais allez au plus profond des faits pour dire éduquez plutôt vos enfants pour que ces faits-là cessent. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, le problème, c'est une question d'éducation. Un parent qui dit, moi, je te dis, si on te tape, il faut taper. Est-ce qu'elle est tout? Il est tout sauf éducateur ou éducatrice. Et ce qui est plus grave, c'est que quand l'enfant, il vient, il dit « tel ami m'a tapé », on lui demande « est-ce que tu lui as retourné le coup ?» L'enfant dit non, c'est l'enfant qu'on tape d'abord. Voilà. Alors, est-ce que ça, ça veut dire qu'on est en train d'apprendre à l'enfant à faire quoi? À devenir violent. À devenir violent. Alors, lorsque on nous a montré dans le reportage, j'ai vu beaucoup de choses. Qui ont montré que notre société est malade. Notre société est malade et je dis, le problème a sa résolution au sein de la famille. Il a dit clairement, l'enseignant aujourd'hui n'est plus un éducateur. Parce que les gens n'ont plus le temps d'éduquer. Il a évoqué, avant, les enseignants étaient éducateurs. Parce qu'en dehors de l'enseignement, les enseignants prenaient le temps d'éduquer. Et c'est pourquoi on dit que, je vais te signaler à ton maître, il est sorti du cadre d'enseignant et là, il est rentré dans le cadre d'éducateur. Et donc, aujourd'hui, ce n'est plus ce binôme-là qui est présenté. L'enseignant n'a pas le temps.
il court, surtout pour les classes, les cours secondaires. L'enseignant court pour finir son cahier de charge ici, il est vacataire ailleurs, il n'a plus le temps de dire qu'il va éduquer. Deuxièmement, j'ai dit, quelle éducation l'enseignant lui-même, aujourd'hui, c'est pas tous les enseignants, a reçu. Il a dit, a reçu pour éduquer. Et il a su bien souligner ça. Il dit, c'est l'enseignement, c'est ce qu'il a reçu comme éducation que lui-même va faire rejaillir sur l'enfant, qui n'est souvent peut-être pas la bonne éducation. Et vous l'avez dit tout à l'heure, un formateur mal formé forme des enfants déformés. C'est clair, c'est cela. Oui. Je voudrais renchérir pour dire que dans le système éducatif aujourd'hui, et la plupart des acteurs qui animent ce système, le gros lot, c'est ce que nous appelons aujourd'hui les AME, les aspirants au métier d'enseignant. Ils n'y sont pas venus par vocation, vous voulez dire? La plupart viennent directement de nos universités. Et ces jeunes enseignants que nous avons étaient qui hier? Donc il y a à peine 2 ans, le système d'aspiranat a été instauré. Ce sont les grands frères de nos apprenants avec qui ils avaient l'habitude de jouer au football, d'aller dans les boîtes, de faire un peu de tout, et qui systématiquement, ces grands frères se retrouvent aujourd'hui enseignants avec leurs copains de quartier d'hier. Vous voyez que la relation enseignant-apprenant ne saurait être véritablement instaurée là. Et ils n'ont pas pris par une école de formation telle que nous autres qui avons eu la chance d'être formés. Ceux-là ont été systématiquement déversés sur le terrain et c'est sur le tas qu'ils sont venus chercher les fiches chez nous pour apprendre comment on enseigne. Il va falloir et ils se cherchent encore. Il va falloir les former, mais la question donc, le gouvernement de la violence... a fort à faire pour aller à la formation de ces enseignants. C'est sûr qu'ils seront mis en formation, mais le problème de violence dont nous parlons n'est pas circoncis au Bénin. Il y a d'autres pays. Est-ce à dire que des enseignants qui interviennent dans ces classes-là, qui se comportent également de cette façon-là, n'ont pas reçu la formation? Il y en a qui font bel et bien ces écoles et pourtant ont du mal à bien se comporter et à être un modèle pour les enfants. Non, le problème de l'éducation, tous les problèmes qui existent dans le système éducatif au Bénin, ce n'est pas l'apanage de notre pays. Il y a les mêmes problèmes sont présents un peu partout en Afrique. Ce sont les mêmes sociétés. Quand vous voyez, les Togolais ne sont pas si différents des Béninois, les Nigériens, tout ça. C'est les mêmes sociétés et les mêmes problèmes que nous vivons ici sont là-bas. Les enfants qui sont câblés sur les chaînes de télévision, en tout cas moi j'ai pris pour habitude désormais, excusez-moi, on ne va pas peut-être évoquer ça. Vous voulez parler des télénovelas? Oui, à mes enfants de suivre certaines chaînes de télévision, parce que la violence, elle est présente au quotidien dans la vie de nos enfants, qui peuvent capter toutes sortes de chaînes où l'on dégaine le fusil, où l'on fume, où c'est la drogue, mais etc. ce n'est pas seulement les chaînes de télévision, il y a tout sur le net. Mais tout part de là. Lorsque vous visualisez tout ceci, vous regardez tout ceci, vous avez tendance à copier ces habitudes en de petits groupes de camarades. Et ça commence par se développer. Et savez-vous que dans nos écoles, les apprenants font partie de certains clans? Ça, vous ne le savez pas. Clan commence. Je ne voudrais pas trop creuser, mais... Non, allez-y, informez-nous. Tout à l'heure, on évoquait aussi la question en off. Le problème, c'est que si certains parents font bien attention à leurs enfants, à partir d'un certain âge, les enfants commencent par cacher leur corps, leur partie intime aux parents. Mais s'il arrivait que ces parents aient la chance de découvrir véritablement le corps de leurs enfants, ces enfants ont des tatouages, ont des marques qui sont distinctifs de leur appartenance à certains groupes. Vous êtes vraiment sérieux dans ce que vous dites très, là? Très sérieux. Et la plupart de ces groupes, de ces clans qui s'organisent sur l'ensemble du territoire national ont plusieurs fonctions, plusieurs rôles. Dans certains clans, c'est des clans de prostitution. Dans d'autres clans, c'est des clans où c'est la drogue, la cigarette, tout ça. Et figurez-vous un enseignant qui, par exemple, a maltraité verbalement un apprenant qui se trouve dans un clan où chez eux c'est la cigarette, la belle vie, les âmes, tout et tout.
Vous pensez que cet apprenant qui rapporte ça à ses membres de clan vont permettre à cet enseignant-là, on dit bon, on va lui faire la peau, c'est l'expression qu'ils utilisent. On va lui faire la peau rapidement, cet enseignant peut être kidnappé, il peut être chopé au coin de la rue, on peut voler sa moto, on peut lui faire du mal, on peut s'attaquer à sa famille. Il y a plein de trucs qui se passent. Mais vous savez, il y a également des groupes, un peu comme vous le dites, l'appartenance à des clans, des groupes qui quittent carrément d'autres établissements et qui viennent se battre. Ce qu'ils ont l'habitude d'appeler convoi. Bon, on dit, nous allons vous faire venir le convoi. C'est une expression. Oui, c'est une expression de petits groupes de cybercriminels qui s'adonnent à de la vaillocratie et qui s'organisent pour aller défendre l'honneur de tel ou tel membre de leur groupe. C'est tout. Ils sont armés de tout. De tout. On ne sait même pas les armes si on a vu dans le reportage, dans un sac d'élèves tout à l'heure, mais écoutez, des couteaux bien tranchants. Monsieur le journaliste, là où moi j'ai pris peur, savez-vous que le stylo est devenu une arme dangereuse aujourd'hui en milieu scolaire? Mais l'incident qui s'est produit il y a de cela quelques semaines je crois à Boycon, si je ne me trompe, où des enfants du primaire, un apprenant du primaire, 2 apprenants du primaire, leur a pris le stylo et a, je sais pas, a piqué la gorge de son camarade, mais l'enfant est décédé. On a appris cet incident-là il y a de cela quelques semaines. Bien sûr. Donc même le stylo qui est destiné à écrire est devenu une arme aux mains des apprenants. Ben, c'est terrible ce qui se passe, c'est des apprenants du coup primaire, vous imaginez? Finalement. Oui, quand on voit ce genre de choses, on est surpris. Mais il y a des faits au quotidien qui nous font pas surprendre. Voyez, nous baissons les bras au niveau des familles. Moi, je le dis. C'est-à-dire que, parce qu'en ma position de président, je ne peux que parler tout à fait. De cela. Oui, c'est important. Le problème, le grand problème est au niveau des familles. Faisons le diagnostic des familles aujourd'hui et vous allez constater que ces problèmes ont leur source dans les familles. C'est une question d'éducation. C'est-à-dire, je dis souvent, dans des conférences que j'anime, je pose la question souvent aux parents, mais pourquoi vous cherchez l'argent? Ou pour qui vous cherchez l'argent? Pour les enfants, la progéniture, naturellement. Et ils répondent, pour les enfants. Je dis, vous êtes sûr? Il dit oui. Je dis, bon d'accord. Si vous ne savez pas faire, au moment où vous aurez fini de chercher l'argent pour vos enfants, les enfants ne seront plus là pour utiliser l'argent. Parce que si c'est pour les enfants que vous cherchez l'argent, il faut trouver un temps pour les enfants. Il faut trouver un temps pour les enfants. Les parents ne sont plus à la maison aujourd'hui. Or, pour éduquer un enfant, il faut être à la maison. Oui, mais vous savez, c'est vrai que l'école aujourd'hui coûte excessivement cher. Le parent ne peut pas rester à la maison pour dire je veux m'occuper de lui, il faut qu'il court parce que tout à l'heure, on va le renvoyer de l'école, il viendra rester à la maison, il faut que le parent aille chercher l'argent. Vous voyez, tout ça fait que, bon, le parent semble confier cette responsabilité à l'école. Je suis désolé parce que, voyez-vous, je suis désolé. Ce que vous avez dit, j'ai eu des preuves là-dessus. Hein, des parents qui semblent se dire, bon, j'ai déchargé l'enfant à l'école, l'école s'en occupe. Des parents qui disent, mais je n'arrive plus, l'école n'a qu'à s'en occuper. Non, c'est une affaire d'organisation, de planification. Vous pensez qu'on n'a pas le temps? Mais nous avons le temps, c'est que nous gaspillons le temps. C'est qu'il faudrait que les parents s'organisent et planifient leur temps. Et d'ailleurs, le gouvernement a fait une belle proposition. Désormais, les parents sortent un peu plus tôt du service pour mieux s'occuper des enfants. Je veux bien que cela soit ici. Parce que j'ai dit, je ne sais pas, il faut trouver du temps pour les enfants. Lorsque le peu de temps que vous avez pour les enfants, vous ne savez pas prioriser ce temps-là pour s'occuper de vos enfants, mais vous allez donner ça à autre chose, pensant que, mais écoutez, si on doit aller à tous les enterrements, tous les week-ends, tous les baptêmes, tous les mariages, écoutez, l'enfant est où là? On n'a que le week-end parfois, et pour discuter avec les enfants. Sur tous les week-ends. Mais dans la semaine, il faut quitter tôt, l'enfant dort encore. Vous rentrez tard, l'enfant est déjà au lit.
Parfois, vous êtes dans la même maison pendant un mois, l'enfant ne vous voit pas. Mais c'est quoi ça? Et le week-end, que vous allez prendre pour quand même faire le point de la semaine, ces week-ends-là, vous êtes encore dans les enterrements, dans les baptêmes et autres. Quand avez-vous le temps pour éduquer les enfants? La responsabilité des parents Je veux juste compléter quelque chose. Oui. On a demandé à une petite fille à l'école, où est papa, où est maman? Elle n'avait qu'une seule réponse. Laquelle? Papa est absent, maman est absente. Dis donc. Or, elle vit au quotidien avec ses parents, sous le même toit. C'est donc dire que nous sommes avec nos enfants et c'est comme si nous étions absents. Mais les arbres blanches que vous avez vues à la télé, les enfants ne comptent pas pour nous. Vous ne savez pas que, j'ai dit tout à l'heure, parfois, nous méconnaissons nos enfants. Et c'est au dehors que les gens nous disent que nos enfants. Mais lorsque vous n'êtes pas à la maison, vous ne savez pas ce que les enfants ne commencent pas à développer. Oui. Vous laissez l'enfant à la maison, alors que c'est l'enfant, on a dit un enfant. Donc, l'enfant se voit libre dans son espace et fait venir même des étrangers dans votre maison, vous ne savez pas. Bien sûr. Parce qu'il sait à quelle heure papa vient, à quel moment vient. Donc, il faut faire de temps en temps des descentes inopinées à la maison. Il faut suivre son enfant. En gros, il faut suivre son enfant. Il faut trouver le temps de suivre les enfants. Écoutez, mais parfois, les enfants ont les sacs au dos, vous les avez déposés sans savoir ce qui est dans le sac, pour l'enfant. Mais c'est ça. Mais si vous avez pris la peine, parce que lorsque vous allez commencer brutalement à fouiller le sac de ton enfant, mais qu'est-ce qui se passe, papa? Mais lorsque vous avez l'habitude de ranger les affaires de vos enfants, de travailler avec l'enfant et de dire à l'enfant, c'est comme ça on range. Lorsque vous allez toucher le sac de l'enfant, il ne va pas dire vous êtes en train de le fouiller. Il faut prendre de bonnes habitudes. C'est ça. Lorsque vous avez l'habitude le week-end de corriger les fautes de vos enfants dans le cahier, de suivre l'enfant en leçon et autres là, l'enfant va dire mais, range bien. L'enfant saura que vous avez pris des habitudes. Si vous ne prenez pas ces habitudes-là et que c'est brutalement vous allez commencer, l'enfant dira que vous êtes en train de le violenter. Et ça, il faut prendre l'habitude de suivre les enfants. C'est important. Si on ne le fait pas, la société sera malade. Écoutez, mais est-ce que vous ne voyez pas que par rapport à tout ce que vous développez, puisque nous tendons déjà vers la fin de ce débat, le temps passe vraiment vite. Est-ce qu'il ne faut pas installer dans les écoles des psychologues scolaires qui peuvent facilement identifier et gérer ces problèmes-là avec les enfants qui sont en crise, soit avec leur famille ou avec des acteurs de l'école? C'est une solution envisageable. Dans certaines écoles aujourd'hui, il y a des gens qui font office, il y a des gens qui écoutent les enfants, qui écoutent même les parents, mais c'est une solution déjà, c'est la dernière des solutions. Le premier psychologue de l'enfant, sont ses parents. Donc il faut faire un appel aux parents de commencer par trouver le temps d'écouter leurs enfants. Effectivement. D'avoir le temps de les écouter. Les enfants veulent parler, les enfants veulent se déverser, mais ils ne trouvent personne. Personnes qu'ils trouvent parfois pour se déverser sont généralement dans la rue. Et c'est des mauvaises personnes. Voilà, très bien. Oui, non, je vais dans le même sens. Moi, je trouve raison qu'il lance cet appel aux parents, mais moi, je vais revenir en milieu scolaire et dire que c'est important, votre proposition. Et il y a un complément de formation que l'État doit organiser à l'endroit de tous ceux qui sont nommés administratifs dans les établissements. Parce que les surveillants, la plupart du temps, méconnaissent leur rôle. On n'est pas surveillant pour semer la terreur. Et malheureusement, vous savez, les lois sont tellement dures, vous êtes bien informé qu'il y a un enfant qui a voulu corriger, un enseignant qui a voulu corriger un enfant à l'école et s'est retrouvé en prison. Et puis depuis ce temps, tous les enseignants disent nous ne voulons plus toucher à aucun enfant. Je me consulte de transmettre le savoir. Je ne voudrais pas que les gens fassent des amalgames sur la position de l'État en ce concernant, qu'on appelle la violence à l'école, ou bien les chicottes et autres. Vous voyez, c'est l'exagération qui fait que les gens ont mis fin à cela. Voilà. Mais lorsque tu corriges ton enfant et que l'enfant voit que tu le corriges par acharnement, l'enfant ne verra pas cette correction-là comme une mesure qui lui apporte des choses positives. C'est ça. On ne corrige pas un enfant avec un acharnement pour violent. Non, l'enfant te regarde et voit ce que tu fais.
Il faut corriger un enfant avec amour. C'est ça. Que l'enfant sache que mais ce que j'ai fait, dialoguer avec l'enfant. Mais lorsque l'enseignant, comme il a dit, ou le surveillant, s'acharne sur l'enfant, n'est-ce pas? Comment l'enfant peut voir ce rapport-là comme une éducation? L'expression qui aime bien châtie bien n'a plus son sens. Voilà. C'est ça. Parce qu'il faut châtier par amour, justement. Et moi, par exemple... Vous avez 30 secondes pour votre mot de fin, moi, très rapidement. je dis, par exemple, dans les établissements où je suis, où je passe souvent, quand il y a de petits clubs où je vois des enfants, quand on dit qu'un enfant est récalcitrant, il est pagaille, il est violent, on n'arrive pas à le contenir. Moi, j'essaie de faire de cet élève un ami. Je me rapproche de lui, je essaie de l'intégrer, d'intégrer son monde pour mieux le comprendre, afin de lui apporter ce qu'il faut pour sortir de ce monde-là. On n'a pas besoin de s'acharner sur lui, de le détester, de l'isoler. Nous allons davantage en faire un cas. Absolument. Merci beaucoup, Ulrich Damas Tossi. Vous êtes enseignant du secondaire. Vous étiez sur ce plateau pour nous parler de la violence en milieu scolaire. Vous avez fait des propositions pour son éradication. Monsieur le président de l'association de parents d'élèves, où je vous laisse également 30 secondes pour votre mot de fait. Et je parie que vous allez surtout vous adresser aux parents. Évidemment. Merci, monsieur le journaliste. Je vais dire aux parents tout simplement que nous sommes de commencer par prendre un peu de temps pour nos enfants. C'est des enfants, on a dit. Un enfant n'est jamais grand pour ses parents. Les enfants ont besoin de nous. Et donc, c'est vrai, c'est noble d'aller chercher l'argent, d'aller chercher ce qui va nourrir les enfants, mais essayons de trouver un créneau pour dialoguer, échanger avec nos enfants. Absolument. Merci beaucoup. Violence en milieu scolaire, l'école est-elle devenue un lieu d'éducation ou d'insécurité? Eh bien, vous avez eu les réponses au cours de cette émission. Oui, la violence, il en existe de plusieurs formes dans les établissements scolaires. Il faut surtout dialoguer avec les parents, les enfants. Justement, les parents doivent jouer leur rôle. C'est ce que préconisent nos invités ici sur le plateau afin d'aller à la découverte des enfants. Ne plus rejeter tout de go, tout ce que l'on dit de votre enfant. Il faut toujours prendre patience et aller à la quête de l'information par rapport à son comportement. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est ensemble que nous allons éradiquer la violence en milieu scolaire afin que soit restaurée la quiétude pour une bonne éducation, une bonne formation également des enseignants. Et sur ce plateau, un invité a dit: un formateur mal formé forme des enfants déformés. Au revoir et à très bientôt.